Rebienvenue à cette dernière chronique de questions de principe. On se souvient tous évidemment de la tragédie de Lac-Mégantic qui a coûté la vie à 47 personnes il y a de ça quelques années. Un train qui a explosé en plein milieu du centre-ville de cette petite ville de l'Estrie. On parle aujourd'hui avec Frédéric Bérard, bonjour, et Rachel Chagnon de la responsabilité des différents acteurs impliqués dans cette tragédie, soit la compagnie, Transport Canada, le gouvernement. Rachel, comment on peut faire le partage de cette responsabilité-là? Bien, c'est tout le défi du droit environnemental et c'est la raison pour laquelle c'est si complexe. Techniquement, de plus en plus, les États modernes acceptent de prendre leurs responsabilités pour les fautes qu'ils commettent, ce qui est un fait nouveau parce que, surtout dans le droit britannique, historiquement, l'État n'était pas responsable de rien. Mais, une fois qu'on a dit ça, encore faut-il être capable de démontrer la nature de la faute de l'État et de faire le lien entre, d'une part, une faute et, d'autre part, la survenance de l'accident et c'est ce qu'on appelle le lien de causalité. Et dans un accident comme Lac-Mégantic, où il y a eu beaucoup d'acteurs, il y a eu, bon, le chauffeur avait-il mis les freins, pas les freins, la compagnie, est-ce que ces trains étaient bien entretenus, la compagnie ferroviaire, est-ce que le réseau ferroviaire était bien entretenu, est-ce qu'on avait les bons wagons-citernes, et est-ce que l'État a fait son devoir de surveillance à l'égard de ces différents acteurs-là. Donc, une fois qu'on a tout superposé ça, on arrive dans une espèce de Macédoine qui est quand même un peu indigeste, même pour des acteurs qui, normalement, sont un peu plus spécialisés, comme les acteurs du monde juridique. Alors, si c'est difficile pour un juge puis pour des avocats de se retrouver là-dedans, je pense que pour les gens qui n'ont même pas la chance d'être en contact étroit avec le droit, ça doit être encore plus complexe. Parce qu'on a fait, évidemment, on a remis de l'avant la question des normes de transport, des normes de sécurité qui s'appliquaient. Est-ce que c'est là que se trouve la responsabilité du gouvernement? Bien, en fait, oui et non. Il faut faire attention. Là. Quelle est la part de responsabilité du gouvernement d'un point de vue normatif? Habituellement, l'État n'est pas nécessairement obligé de respecter ses propres normes. C'est quand même assez fascinant, là, comme quand on y pense comme concept. Cela dit, c'est possible qu'il y ait eu de négligence. On a parlé, par exemple, des chemins de fer qui n'avaient pas été entretenus correctement, qui sont de la juridiction fédérale dans ce cas-ci. Comme le disait Rachel, ceci dit, ça me semble assez clair que la compagnie, qui est une compagnie privée ici, a une responsabilité assez évidente dans ce cas-ci, à savoir jusqu'à quel niveau, là, ce sera la question qui va être posée à ce niveau-là. Cela dit, est-ce que cet incident ou accident qui est fort malheureux, va remettre de l'avant les questions de sécurité en matière de transport? On pense que oui, on espère que oui, surtout parce que c'est quand même dangereux. Là. On parle de trains qui se promènent avec des tonnes de camions, des tonnes de réservoirs d'huile et d'essence. On a vu ce qui s'est passé. Est-ce que c'est la responsabilité indirecte morale du gouvernement de protéger davantage les populations à ce niveau-là? Ça, je pense que la question ne se pose même pas. C'est permis de l'affirmer, mais par ailleurs, on a aussi parlé beaucoup des rails de chemin de fer qui étaient pas nécessairement en bon état. Mais ce qui amène aussi toute une autre panoplie de questions sur la question des pipelines, par exemple, qui traversent des terrains privés, qui traversent des villes, puis on a vu beaucoup de déversements. Est-ce qu'on peut faire porter, encore une fois, au gouvernement ou plus à la compagnie la responsabilité de ces pipelines-là? Un des grands problèmes du droit de l'environnement, puis une des grandes difficultés qui fait qu'on en parle et qu'on semble avoir de la difficulté à trouver des solutions, c'est toujours la distance en temps qui va exister entre le moment où quelque chose se passe et le moment où on réalise que ça s'est passé, où on réalise que ça a eu des conséquences. Dans des déversements, c'est la chance qu'on a, c'est que c'est immédiat. Donc, souvent, les compagnies qui sont à l'origine des déversements sont encore des compagnies existantes. Maintenant, on leur demande à ces compagnies-là d'avoir des fonds de réserve. On les oblige, d'ailleurs, des nouvelles normes nord-américaines obligent la plupart des compagnies à mettre en réserve des fonds pour réparer leurs dégâts. Mais qu'est-ce qui arrive lorsqu'on découvre quelque chose qui s'est passé 50 ans plus tôt? Par exemple, des compagnies minières qui se sont installées il y a 40 ans, qui nettoyaient les métaux au mercure. Et là, 50 ans plus tard, on découvre que dans certaines villes et villages du Québec, il y a des taux de cancer beaucoup plus élevés, il y a des gens qui meurent, et on peut faire un lien entre les deux événements. La compagnie souvent directs. Oui, et la compagnie n'existe plus. Les officiers de cette compagnie-là sont morts ou dans des foyers de retraite. Et là se pose la question du rôle fiduciaire de l'État. Est-ce que l'État a bien fait son rôle à l'époque où la compagnie était en activité? Est-ce que l'État a une responsabilité fiduciaire à l'égard des gens
Maintenant, qu'en est-il lorsque ce sont des compagnies encore en fonction? Je pense à l'armée canadienne, puis à l'affaire de Shannon dans la région de Québec, où on a fait la démonstration que les obus utilisés par l'armée canadienne dans les années 60-70 ont causé des dommages environnementaux qui sont à la source de la grande occurrence de cancer dans la municipalité de Shannon. L'armée existe encore, mais l'armée dit, ben oui, mais à l'époque où on a fait ça, les règles n'étaient pas les mêmes, puis on n'avait pas d'obligation par rapport à ces questions-là, donc on est responsable de rien. Et qu'est-ce qui arrive dans ces situations-là? Moi, j'ajouterais peut-être quelque chose à cet élément-là. Il y a une décision qui a été rendue récemment aux Pays-Bas, à savoir, on impose maintenant une obligation positive d'agir pour l'État en matière environnementale. En matière de changement climatique, Exact, très précisément. exact, C'est ce qui rend cette exact. décision-là intéressante. On n'a pas cet équivalent-là au Canada à l'heure actuelle. Les citoyens canadiens bénéficient à l'article 7 de ce qu'on appelle le droit à la sécurité. Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle avec ce qui s'est passé aux Pays-Bas et étendre ce droit à la sécurité au droit à la sécurité environnementale? Je pense que ce serait une percée qui serait drôlement intéressante. Évidemment, ça viendrait éventuellement de la Cour suprême. Et si tel était le cas, ça voudrait dire que, contrairement à l'heure actuelle, on pourrait forcer l'État d'adopter des normes positives pour faire respecter l'environnement. Tu parles de changement climatique. Comme aux Pays-Bas, tu as raison, mais peut-être qu'en matière, justement, de pipeline, on pourrait forcer de ce fait-là le gouvernement fédéral, par exemple, et peut-être même des gouvernements provinciaux, dans certains cas, à agir. C'est-à-dire que le citoyen demanderait à ce que l'État prenne des mesures pour protéger l'environnement et donc la sécurité environnementale des citoyens. Parce que plus personne le nie, les changements climatiques vont avoir un effet sur la santé des personnes. Stephen Harper le nie quand même. Le nie un peu. Le problème, c'est qu'il est seulement premier ministre. Oui, il était peut-être au moment où on se parle, au moment de l'enregistrement, il l'était encore. Voilà. En effet, juste pour finir, finalement, le gouvernement pourrait-il en faire plus, Rachel? Bien, toujours. Je pense qu'on pourrait suivre de plus près le modèle européen où les gouvernements sont plus imputables devant les citoyens, ce qui fait qu'ils prennent davantage de mesures. Le principe de précaution est un principe qui a été adopté en Europe. Alors qu'en Amérique du Nord, on est encore dans cette idée libérale un petit peu dépassée qu'il faut laisser faire le marché, il faut laisser faire les acteurs, la main visible, puis on pourra réparer les erreurs après. Mais la matière environnementale nous a montré que des fois, réparer les erreurs, c'est impossible. Alors, il vaut mieux prévenir. Et nos gouvernements actuels ont des problèmes avec cette notion-là. Et il faut le dire, et là, c'est un peu notre faute, c'est moins payant électoralement. Et c'est malheureusement tout le temps qu'on a. Merci d'avoir été avec nous toute cette saison. Je tiens à remercier toute l'équipe d'avocats, Pierre Maltais, Olivier Aldama, Julie Langlois, Anne-Gabrielle Ducharme, Fred, Rachel. Merci beaucoup. Anne Mille, notre journaliste, et évidemment toute ma chère équipe à Jury Pop. Je vous laisse avec Fred Dubé et en espérant vous revoir très bientôt.